manchette. Les automobilistes sensibilisés au transport scolaire. 300 participants au tournoi de curling de Kenogami. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Bienvenue à ce web journal du mardi 7 février 2017. Les automobilistes de Kenogami ont participé activement à la campagne de sensibilisation Motivu, une campagne de prévention sur la sécurité routière avec les autobus organisée par la Société d'assurance automobile du Québec. Thomas Gaudreault, vous vous êtes rendu sur les lieux du barrage routier qui se tenait à l'école primaire Sacré-Cœur. Effectivement, Félix, je me suis rendu sur les lieux du barrage routier où est-ce que les organisateurs ont réussi à braver le froid intense d'aujourd'hui. Ce barrage se tenait au coin des rues Frontenac et Cabot dans l'arrondissement Jonquière pour le secteur Kenogami. Donc, c'est un barrage routier qui est en collaboration avec la Société d'assurance automobile du Québec, la Sûreté publique de Saguenay et les commissions scolaires de la région. Donc, c'est une opération qui vise principalement à parler des dangers qui entourent la présence des autobus scolaires sur le réseau routier québécois. Donc, je vous laisse entendre l'organisatrice et la responsable de la SAAQ, Mme Julie Gagnon. Je vous dirais pratiquement toutes les écoles, on remarque vraiment une problématique de non-respect des feux de signalisation. Donc, ce qu'ils font, c'est que les gens, dans le fond, ils vont dépasser un autobus scolaire alors que les feux clignotants sont activés ou le panneau arrêt stop. Et bien entendu, comprenez bien que ça peut mettre en danger la sécurité des jeunes enfants. Donc, la représentante précise également l'implication de l'équipe de hockey, les Saguenayens, qui ont remis 20 paires de billets aux automobilistes qui conduisent prudemment et qui adoptent une conduite responsable. C'est toujours risqué de s'approcher d'un autobus scolaire. Il faut toujours être prudent. Il faut avoir de la rigueur dans notre conduite automobile lorsqu'on les croise ou lorsqu'on a affaire près d'un établissement scolaire. Et est-ce que l'événement a eu lieu à Kenogami parce qu'il s'agit d'un secteur avec un haut taux de danger? Pas particulièrement. Le responsable de la sécurité publique, Bruno Cormier, comme vous venez de l'entendre, précise qu'il reçoit plusieurs plaintes par année, mais qu'il prend le temps de bien évaluer chacune des plaintes et ce n'est pas un secteur particulier. Donc, pour les policiers, c'est important de rappeler aux usagers de la route que les autobus scolaires font partie intégrante du réseau routier québécois. Donc, Félix, on rappelle que passer sur un feu rouge d'un autobus où les feux clignotent, c'est de 200 à 300 $ d'amende et 9 points d'inaptitude. Ben voilà, merci beaucoup Thomas. Ça fait plaisir. De Fatima ont été interrompus aujourd'hui dû à la température jugée trop basse par l'entrepreneur en construction Mini Excavation MT. On écoute le président de l'entreprise, Michel Tremblay. C'est le froid qui nous a arrêtés, parce que la grue ne peut pas cogner parce qu'il fait trop froid en bas de moins 15, elle ne peut pas cogner. Les travaux devraient reprendre demain matin et se terminer dans un peu plus d'une journée. Le théâtre Palace Arvida pourrait finalement rouvrir ses portes. Diffusion Saguenay pourrait annoncer qu'il a réussi à amasser les 4,5 millions de dollars nécessaires pour effectuer les rénovations qui permettront la réouverture de la salle de spectacle. D'ailleurs, le projet prévoit un partenariat avec le Cégep de Jonquière une fois la salle à nouveau en fonction. L'argent proviendrait de différents programmes des gouvernements fédéral, provincial et municipal. La candidature de Martine Ouellette à la chefferie du Bloc québécois est accueillie positivement par le militant bloquiste Pierre Forêt. Il est convaincu que la députée de Vachon à l'Assemblée nationale saura bien organiser son travail. Mon collègue Gilles Roux s'est entretenu plus tôt avec lui aujourd'hui. Bonjour, M. Forêt. Bonjour, M. Roux. Donc, premièrement, comment percevez-vous la candidature de Martine Ouellette à la chefferie du Bloc québécois? Bien, moi, contrairement à quelques commentaires que j'ai lus encore ce matin, je perçois ça comme étant très positif pour le mouvement souverainiste en général et plus particulièrement pour le Bloc québécois. Je sais que ça peut créer certaines questions, puis ça se parle dans la population, puis il y a certains médias qui entretiennent cette idée-là, que c'est difficile de jouer les deux rôles en même temps. Mais moi, je suis convaincu qu'elle va savoir comment organiser ses flûtes, organiser son travail, son emploi du temps et ses énergies pour continuer à bien servir ses citoyens de Vachon et être aussi une bonne chef au Bloc québécois. Justement, il y a des personnes comme Gilles Duceppe, ancien chef du Bloc québécois, qui disent que ça va être difficile pour elle de maintenir un rythme raisonnable en tant que chef et député à la même fois. Malgré tout le respect que j'ai pour Gilles Duceppe, là, je suis obligé de dire que pour une fois, il a manqué une belle occasion de ne pas s'exprimer. Pourquoi? Parce que son influence est tellement grande encore
et malgré deux échecs à la chefferie de son côté, que je respecte comme homme. J'ai travaillé avec lui en 2011 et c'est correct. Mais ici, là, avec son intervention, il est venu, comme on dit, jeter une roche dans la mare, hein, puis un caillou dans la mare, et ça fait des vagues. Puis tous ceux qui sont en faveur de l'avancement du mouvement souverainiste, ce n'est pas seulement le cas Martine Ouellette, c'est beaucoup plus dans l'ensemble de où est-ce qu'on s'en va, tout le Québec, vers éventuellement l'acquisition de notre indépendance. C'est tout le mouvement qui en est touché de par ce petit grenouillage de contestation. « Ah non, ça ne marchera pas. » J'entends encore Serge Simard hier. C'est facile pour un libéral de critiquer. Mais oui, mais donnons la chance à Mme Ouellette de faire ses preuves. Et qu'est-ce que Martine Ouellette peut apporter au Bloc québécois? Bien, d'abord, c'est une souverainiste et même indépendantiste plus que convaincue. On l'a vu de par les discours qu'elle a tenus pendant les 2 courses à la chefferie au Parti québécois. On sait que c'est une femme à la fois pratique, réaliste. Je ne dirais pas qu'elle est pressée. Elle veut qu'on parle de souveraineté. Elle n'est pas nécessairement pressée pour la tenue d'un référendum. Ça va dans la même lignée que ce que Jean-François Lisée a proposé, mais elle est capable de mobiliser. Je pense que c'est de ça qu'on a besoin. Et ce n'est pas vrai que le Bloc est en train de vivre ces dernières années. Au contraire, on est passé de 4, 3, 2 à 1, là, députés en 2011 qui sont restés après les 4 ans, à 10 qui ont été élus en 2015. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire pour remonter. Et ce n'est pas acceptable pour moi, en tout cas, que dans la région, il n'y ait pas au moins un ou plusieurs députés du Bloc qui siègent à Ottawa. Et on voit aussi que ça crée un malaise, non seulement à Québec en général, chez les libéraux et tout, mais également au sein du Parti québécois eux-mêmes. Donc, quelles sont vos réactions face à ça? Bien, écoutez, je ne peux pas répondre sur les humeurs de chacun. Je ne suis pas dans la peau de François Gendron, qui était un de ceux que ce n'est pas admissible. Encore une fois, ici, il faut vraiment faire confiance à la coureuse, là, et non pas au coureur, à Mme Ouellette, de la manière qu'elle va gérer son emploi du temps, qu'elle va savoir respecter les exigences du commissaire à l'éthique de l'Assemblée nationale, qu'elle va être capable d'être présente autant au Bloc et continuer à faire son travail de députée. Et s'il y a trop de pression sur elle et qu'elle soit obligée de démissionner, bien, ça sera elle qui prendra la décision. Mais pour l'instant, moi, je suis très à l'aise avec l'ensemble de la situation. Et le gouvernement libéral québécois est un des gouvernements assez controversés, on peut dire. Et comment ça se fait que, malgré ça, la souveraineté soit à son plus bas quand même? Oui. Mais avant même de parler de souveraineté, on pourrait parler de la popularité du Parti québécois comme tel. C'est parce que le Parti québécois et le mouvement souverainiste, on a tellement un idéal et des idéaux de société assez élevés que c'est moins populaire. Puis dans quoi nous retrouvons-nous actuellement? Dans une période de populisme. Avec Donald Trump qui l'a prouvé, avec Marine Le Pen en France et d'autres, le Parti libéral peut surfer sur des idées générales qui est qu'on laisse libre cours à la vie en général, puis on laisse faire. Au Parti québécois, on a un objectif qui est d'améliorer les liens entre les Québécois et Québécoises, c'est de supporter le fait français, c'est d'accueillir nos immigrants avec certaines règles de fonctionnement, c'est aussi de répartir la richesse. Là, on touche là, à la poche là, des mieux nantis, etc. Donc, nos idéaux, nos valeurs sont tellement exigeantes que c'est plus difficile à les faire accepter. Qu'est-ce qui est plus facile de faire, mon ami? C'est de laisser aller. C'est de se dire, bien, tout va bien, on ne luttera pas pour améliorer des choses. Donc, il y a des combats qu'il ne faut pas abandonner et c'est pour ça qu'il faut viser à améliorer notre société. Et si on revient au Bloc québécois, qu'est-ce qu'eux peuvent faire pour raviver la flamme du souverainiste? Bien, c'est toujours la même réponse. C'est du travail de terrain, c'est d'aller voir les gens, c'est des invités à s'intéresser aux dossiers qui se vivent à Ottawa, dont on entend peu parler, où le Québec paie, mais en même temps, il ne reçoit pas en conséquence ses investissements. L'exemple du chantier naval, c'en est un très bien nommé. Et c'est aussi de s'organiser pour convaincre. C'est encore convaincre, mais on convainc en informant. Il faut donner de la bonne information, il faut aller chercher les gens un à un, puis reformer des bases de militantisme plus solides. Et rapidement, est-ce que vous avez été candidat en 2011? Est-ce que vous envisagez être candidat en 2019? C'est encore trop loin. Je ne suis pas rendu là. Il y a déjà quelqu'un qui se pointe dans Jonquière et il y a 2 autres circonscriptions. Je verrai en temps et lieu. Merci beaucoup, M. Forêt. Ça m'a fait plaisir, M. Roux. Une trentaine de personnes étaient réunies cet après-midi pour écouter la responsable des relations gouvernementales pour Équiterre, Alizée Cauchon.
Elle proposait des gestes pour que l'économie soit plus respectueuse de l'environnement. La conférence a été organisée par le comité Verdure en collaboration avec le Magasin du Monde, tous deux du Cégep de Jonquière. Josiane Bérubé, quel geste peut-on poser pour que l'économie soit plus respectueuse de l'environnement? Eh bien, selon la responsable des relations gouvernementales pour Équiterre, Alizée Cochon, il faut qu'on prenne conscience que les gestes qu'on pose peuvent avoir un impact plus grand que nous. Elle a donné l'exemple d'un jeans, donc il y a la production de fibres, de colorants, il y a aussi le transport qui peut se faire entre les étapes. On peut l'écouter justement à ce sujet. Donc, c'est de prendre conscience de toute cette longue chaîne-là, puis ensuite de ça, une fois que nous, on l'a, qu'est-ce qu'on en fait? Bien, on va le laver, on va s'en départir éventuellement. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cet objet-là à sa fin de vie? Et justement, pour ce qui est des gestes collectifs, elle dit que les gens doivent prendre conscience, encore une fois, de l'impact des actions qu'ils posent. Et quel était le but de cette conférence? Selon la responsable des communications pour le comité Verdure, Gabrielle Bédard, c'était de sensibiliser les gens justement à l'éco-responsabilité, donc de poser des gestes pour la sauvegarde de l'environnement, entre autres. Et Josiane, pourquoi ont-ils organisé cet événement? Eh bien, le comité Verdure et le Magasin du Monde, eux, font la promotion d'habitudes de vie plus respectueuses de l'environnement et de la consommation responsable. Donc, l'éco-responsabilité restait dans leur ligne. Donc, c'était un sujet tout désigné pour eux. Et pourquoi parler d'éco-responsabilité? Eh bien, pour la responsable des relations gouvernementales pour Équiterre, c'est que les jeunes qui vont au cégep devaient prendre vraiment conscience de l'importance des choix qu'ils devaient faire puisqu'ils en ont plusieurs à faire à ce moment-là. Bien voilà, merci beaucoup Josiane. Ça fait plaisir. La limite de vitesse dans la cuve du boulevard de l'Université est officiellement passée de 90 à 70 km/h aujourd'hui. Plus précisément, c'est entre la rue des Roitelets et le boulevard Saint-Jean-Baptiste que la vitesse a été changée. Une signalisation clignotante a d'ailleurs été installée à cet effet sur l'artère. La vitesse de 70 km/h sera désormais effective du 15 novembre au 1er avril de chaque année. Les députés provinciaux étaient de retour à l'Assemblée nationale aujourd'hui en cette rentrée parlementaire. Plusieurs dossiers attendent les élus, comme la gestion du surplus budgétaire engendré par le gouvernement du Québec, les questions d'immigration, de laïcité, dis-je bien, et d'inclusion. Le gouvernement compte aussi investir 2,2 milliards de dollars en santé et en éducation sur une période de 3 ans. Les 10, 14 et 17 février, les talents d'ici seront à l'honneur à l'espace Côté-Cour de Jonquière, un excellent moyen de retrouver des artistes chouchous du public, selon le directeur général Dario Larouche. Raphaël Drouin, plusieurs artistes seront très heureux de retrouver la scène du Côté-Cour. Bien oui, effectivement, c'est Marcy qui lancera le bal le 10 février, donc vendredi prochain. Elle fera la deuxième partie. La première partie, ce sera encore une fois une jeune fille du Saguenay, Madame Andréane Martin, la gagnante 2016 du prix Côté-Cour au Festival de chansons de Saint-Ambroise. Eh bien, pour Marcy, elle dit qu'elle a hâte de revenir. Ça fait plusieurs mois qu'elle n'est pas revenue au Côté-Cour. Elle a hâte de retrouver un peu son chez-soi qu'elle trouve très spécial. Elle adore l'ambiance du Saguenay. Voici ce qu'elle m'a confié un peu plus tôt au téléphone. Il y a quand même plusieurs artistes qui peuvent vivre de la musique ou des arts visuels ou au Saguenay, puis ça, je trouve ça super intéressant. Tu sais, moi-même, quand j'ai commencé à faire de la chanson, j'écoutais, tu sais, j'allais voir les shows de Franck et le Cosmos ou de Bruno Rodrigo. Il y a vraiment quelque chose de spécial chez nous à cause de tout ça. Et Raphaël, on sait pourquoi les artistes veulent venir jouer au Saguenay, mais pourquoi le public apprécie-t-il revoir ces artistes? Eh bien, ce que le directeur général du Côté-Cour, Dario Larouche, m'a confié, c'est que c'est plaisant de voir le chemin que les artistes d'ici ont parcouru depuis les années. Il dit que, bon, le public de la région, on le sait, est très affectueux avec les artistes qui viennent de chez nous. Et ça va être intéressant aussi de voir des musiciens qui sont populaires un peu partout. Par exemple, Marcy et Joël Saint-Pierre qui ont performé, entre autres, en France. Donc, de les voir dans un contexte un peu plus intime au Côté-Cour cette année. Et le 14 et le 17 février, qu'est-ce que le Côté-Cour nous réserve?
Eh bien, il va y avoir la Saint-Valentin, une représentation unique de la pièce des scènes d'Amour. Donc, c'est le directeur général, Dario Larouche, qui l'a mise en scène. C'est les Sans masques qui présentent ça. Et c'est plus de 20 textes de théâtre qui vont rappeler des couples en chicane. On a aussi ensuite, le 17 février, un programme double. Donc, les spectateurs du côté court ont droit à 2 spectacles de 60 minutes. Le groupe Chasse-Pareil, qui était anciennement appelé Sweetgrass, et puis Joëlle Saint-Pierre, que j'ai mentionné un peu plus tôt, qui elle aussi vient de Chicoutimi, qui est une habituée du côté court, qui a lancé son album là-bas en 2016. On écoute Dario Larouche, qui avait quelque chose à dire à propos des artistes de la région. Eh bien, je pense qu'on a perdu l'extrait, Raphaël. Et surtout pour les spectateurs de Jonquière ici qui vont pouvoir venir constater l'évolution de ces artistes qu'on voit justement évoluer depuis des années. Donc, c'est comme des retrouvailles pour permettre de faire le point sur là où ils sont rendus. Ben voilà une vaste programmation. Merci beaucoup, Raphaël. Ça fait plaisir. La Ville de Saguenay doit investir 326 000 $ pour mettre à niveau l'autogare de la rue du Havre au centre-ville de Chicoutimi. Ces travaux ont pour but de réparer la dalle de béton, d'installer une marche additionnelle à l'escalier de la rue du Riverain, de poser un système de drainage à l'entrée du Café Cambio et le renforcement d'un mur. Le conseiller municipal du secteur, Simon-Olivier Côté, est d'avis que l'autogare devra éventuellement être démoli. L'inauguration officielle de l'édition annuelle du tournoi La Brosse d'Argent avait lieu cet après-midi au club de curling de Kenogami. Le conseiller du quartier numéro 4 de l'arrondissement de Jonquière et membre du comité exécutif de la Ville de Saguenay, Claude Tremblay, est le président d'honneur cette année. Un reportage de ma collègue Joanie Lemelin. Dimanche dernier commençait la 27e édition du tournoi régional des retraités et semi-retraités au club de curling Kenogami. Pour l'occasion, 64 équipes de divers clubs au Saguenay-Lac-Saint-Jean s'affrontent sur les 4 glaces jonquiéroises. Moi, personnellement, ça fait à peu près 12 ou 15 ans. Mais demande-moi pas mon âge, OK? Ben, c'est un peu la compétition, mais avec un esprit de party aussi, là. On vient ici pour s'amuser aussi. Pour gagner, mais pour s'amuser. Chacune des équipes peut passer de 6 à 10 heures à pratiquer le curling. Mais l'activité physique est loin d'être la seule motivation des joueurs. Bien, je pense que c'est pour fraterniser, se rencontrer et s'amuser. C'est le but d'ailleurs de tous ces tournois-là, c'est de s'amuser. Le club de curling Kenogami compte près de 340 membres annuellement, dont 218 sont retraités et membres de la Brosse d'Argent. Les activités de ces membres se déroulent le jour, du lundi pour les clubs de compétition jusqu'au vendredi pour les amateurs. Le club de Kenogami veut favoriser la participation des nouveaux joueurs, même si c'est un tournoi de compétition. Lui, c'est sa première année qu'il joue au curling, mais il est inséré à l'intérieur des équipes du tournoi, ce qui est facilitant pour eux de jouer en compétition. Le tournoi régional se terminera avec une soirée dansante, la remise des prix et un souper le 11 février prochain. Joanie Lemelin, ATM Nouvelles, à Saguenay. Bon curling! À la météo, Jonathan Thibault, c'est une veille de tempête qui est en vigueur au Saguenay. En effet, Félix, après une journée assez froide au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une tempête pourrait se pointer le bout du nez ce soir dans les alentours de 22 heures avec des précipitations attendues de 15 à 25 cm de neige. On annonce également des rafales de 30 km/h pour ce soir. À Saguenay, moins 19 degrés sont entendus ce soir et cette nuit et moins 15 au lac Saint-Jean avec de la neige et de la poudrerie. Demain maintenant, on annonce de la neige et de la poudrerie. La tempête risque donc de continuer avec moins 3 degrés et moins 7 comme minimum attendu au lac Saint-Jean. On vous invite donc à adapter votre conduite aux conditions météorologiques et à vous habiller chaudement pour cette soirée de tempête. À vous en studio. Un grand merci, Jonathan. Voilà, c'est ce qui conclut ce web journal d'aujourd'hui. Merci à vous à la maison. Au revoir.